Dernière séquence de cette semaine. Dans les deux premières, nous avons vu que l'univers est en expansion, que les galaxies s'éloignent de nous. Nous avons aussi vu que la vitesse de la lumière est finie, ce qui a une conséquence importante. Plus nous voyons loin, plus nous voyons des époques primordiales, des époques antérieures de l'évolution de l'univers. Nous allons aujourd'hui entamer l'étude de la théorie du Big Bang, qui est la théorie de cet univers en expansion et de ses premières époques, de ses époques les plus primordiales. Première propriété de l'univers est homogène. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les propriétés de l'univers sont globalement les mêmes dans tous les points de l'univers. Alors prenons cet exemple de grand relevé astrophysique où chaque point bleu représente une galaxie. Vous voyez que si je coupe le relevé en 4, chaque partie a globalement les mêmes propriétés, même si dans le détail, ces propriétés peuvent varier. Donc c'est ce qu'on appelle l'homogénéité de l'univers, qui est caractérisée par sa densité d'énergie, c'est-à-dire l'énergie de masse par unité de volume. Vous voyez que la densité d'énergie de points bleus est la même dans chacune des 4 parties qui sont ici dessinées. Alors vous pourriez vous poser la question de savoir si cette propriété d'homogénéité dépend de l'observateur. Et la réponse est que, en fait, un autre observateur en autre point de l'univers verrait le même genre de relevé et donc en conclurait de la même façon que l'univers est homogène dans ses plus grandes dimensions. À cause de l'expansion de l'univers, la densité d'énergie de l'univers va diminuer. Alors j'ai ici, je reprends notre modèle d'univers de la séquence précédente. Donc vous voyez ici mon univers en expansion avec les galaxies qui sont réparties de façon uniforme sur l'univers et je vais le gonfler. Vous voyez que la densité de points diminue, donc ça veut dire que la densité d'énergie de masse diminue et c'est un effet automatique de l'expansion, un effet mécanique de l'expansion qui donc fait que la densité d'énergie va diminuer au cours du temps dans un univers en expansion. Donc on laisse l'univers se désinflationner. Et reprenons maintenant le concept d'énergie. Puisqu'il y a inflation et puisque la densité d'énergie diminue, ce qui va se passer aussi, c'est que la température va diminuer, c'est-à-dire que l'univers, au fur et à mesure qu'il est en expansion, va avoir une température qui va diminuer. Alors qu'est-ce que c'est que la température? La température, c'est défini microscopiquement comme l'agitation des molécules. Alors vous avez des exemples de molécules avec ces ballons, et plus je communique de l'énergie à ces ballons, plus ils vont être en agitation, et donc c'est ce qu'on appelle l'agitation thermique. Et donc la température mesure cette agitation thermique des molécules. Et donc vous voyez que si l'univers est en expansion, eh bien l'énergie va diminuer, donc l'énergie thermique des molécules va diminuer, donc la température va diminuer, et donc c'est ce qu'on observe. L'univers en expansion va voir sa température diminuer. On peut, dans cette animation, voir que si les molécules sont en agitation thermique comme ces ballons, eh bien, si la boîte augmente, la taille de la boîte augmente, la taille de l'univers augmente, eh bien, de la même façon, l'énergie d'agitation des molécules va diminuer et la température va diminuer. Donc, température et énergie sont des quantités reliées. Et nous allons donc décrire les différentes évolutions, stades d'évolution de l'univers, soit par la température qui règne dans l'univers à ce moment-là, soit par les énergies qui sont atteintes à cette époque-là. Alors j'en profite pour décrire un petit peu les unités que nous allons utiliser. D'abord, les unités de température. Alors nous n'allons pas utiliser les degrés Celsius, nous allons utiliser les degrés Kelvin. Le degré Kelvin correspond à une température au-dessus de l'état fondamental. Nous avons vu que la température est liée à l'agitation des molécules. Le zéro absolu correspondrait à un état où les molécules sont complètement au repos.
et il correspond en degrés Celsius à moins 273 degrés Celsius. Donc 0 absolu, 0 Kelvin correspond à moins 273 degrés Celsius, et de la même façon, si vous montez en température, 0 degrés Celsius correspondra à plus de 173 Kelvin. Donc ça, c'est pour les unités de température. Pour les unités d'énergie, nous allons utiliser des unités d'énergie qui sont beaucoup utilisées dans les accélérateurs de particules et utilisées en particulier l'électronvolt. L'électronvolt, c'est l'énergie d'un électron qui est accéléré par une différence de potentiel de 1 volt. Donc vous branchez 1 volt et ça va accélérer un électron à une énergie d'un électronvolt. Alors, je vais en profiter pour vous faire un petit rappel ou une petite introduction aux puissances de 10 que nous allons beaucoup utiliser parce que nous allons utiliser de nombreuses puissances de 10. 10 à la puissance 2, par exemple, ce sera 100. 10 à la puissance 3, c'est 1000. Et donc, vous voyez que 10 à une puissance, vous mettez le nombre de zéros correspondant. Donc, 10 à la puissance 9, par exemple, ça va être 1 suivi de 9 zéros. Alors, il y a si on utilise ça, par exemple, pour l'unité d'énergie, l'électronvolt, 10 puissance 6 électronvolts correspondent à 1 million d'électronvolts. C'est ce qu'on appelle parfois un méga-électronvolt ou MeV. Et 10 puissance 9 électronvolts correspondent à un giga-électronvolt, c'est-à-dire à 1 milliard d'électronvolts. À l'inverse, on a aussi des puissances négatives. Je vais utiliser le mètre pour vous expliquer ça. 10-3, c'est 1 sur 10 puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 1000. Donc 1 sur 1 et 3 zéros. 10 puissance moins 9, c'est 1 sur 1 et 9 zéros. 10 puissance moins 9 mètres, par exemple, c'est ce qu'on appelle le nanomètre, c'est-à-dire 1 sur 1 milliard, donc 1 milliardième de mètre. Nous avons donc plusieurs façons de distinguer les différentes époques de l'histoire de l'univers. Nous avons la température ou l'énergie, nous avons vu que c'est relativement équivalent. Nous avons le temps depuis le Big Bang. Et puis, nous avons aussi utilisé une notion introduite quand on a parlé de l'expansion de l'univers, c'est le décalage spectral, la façon dont se dilatent les différentes échelles, et en particulier se dilatent les longueurs d'onde de la lumière émise par effet Doppler. Alors, voici une planche qui vous indique l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à nos jours. Et vous voyez que la plupart des époques d'évolution de l'univers se situent dans les 3 premières minutes. Donc ça vous montre que en fait, le temps est une mauvaise variable pour décrire l'évolution de l'univers. Donc je voudrais m'arrêter une seconde sur cet aspect des choses et prendre une comparaison d'une montagne russe dans une fête foraine. Si vous n'êtes jamais descendu dans une montagne russe, vous savez que le temps passe différemment pendant la période où vous êtes en chute quasiment libre ou au contraire la période finale où le mouvement se ralentit. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec l'univers. L'univers est une sorte de montagne russe et les premières époques de l'évolution de l'univers qui correspondent à une évolution très rapide, par exemple de l'énergie. Vous voyez qu'ici, sur ce diagramme, l'énergie diminue très rapidement dans les 3 premières minutes d'évolution de l'univers. Eh bien, ça correspond à la période où il se passe tant de choses pendant vous êtes quasiment en chute libre dans votre montagne russe. Et donc nous allons plutôt utiliser comme variable pour décrire les différentes époques, plutôt que le temps, et plutôt que de parler de 10-35 secondes après le Big Bang, 10-11 secondes après le Big Bang, etc. Nous allons plutôt utiliser les notions d'énergie ou de température qui nous permettent de repérer plus facilement les différentes époques. Et donc nous avons ainsi le modèle du Big Bang, ou la théorie du Big Bang, ce que les Américains appellent Big Bang Theory, qui est une théorie d'un univers initialement chaud et dense et qui, au fur et à mesure de son évolution, devient moins chaud et moins dense. Donc à l'inverse, quand on remonte l'évolution de l'univers, quand on remonte vers le passé, l'univers va devenir de plus en plus chaud et de plus en plus dense. Et on imagine bien qu'à un certain moment, l'univers va être infiniment chaud et infiniment dense, d'où le nom de Big Bang qui a donné son nom à la théorie elle-même.
D'où vient ce terme de Big Bang? Eh bien, ça a démarré par une plaisanterie. C'est l'astrophysicien Fred Hoyle qui était très critique vis-à-vis de cette théorie de Big Bang, qui croyait au contraire à un univers qui n'évoluait pas, qui, lors d'une émission de la BBC en 1950, une émission qui s'appelait La nature des choses, a utilisé ce terme qu'il considérait comme négatif, en disant oui, tout a commencé dans un grand bang, dans un Big Bang. Et finalement, c'est ce terme qui est resté et qui est devenu le nom de la théorie de cet univers chaud et dense, qui se refroidit au cours du temps. Alors, quelle est la nature de cette explosion initiale? Nous allons en rediscuter plus tard, mais voyons déjà quelques aspects de ce Big Bang, de cette grande explosion. Pour l'instant, c'est simplement une limitation de notre théorie. C'est-à-dire que quand je dis que l'univers est infiniment dense et infiniment chaud, ça veut simplement dire que dans le cas de la théorie d'Einstein, l'univers devient infiniment dense et infiniment chaud. Est-ce que c'est une limitation définitive? Est-ce que c'est le début du temps? Est-ce que c'est une limitation définitive de nos connaissances ou simplement une limitation de la théorie? Tout ça reste à définir. Pour vous indiquer un petit peu quelles notions sont en train d'être discutées à propos de ce Big Bang, je voudrais revenir sur un point, une question que j'avais posée dans la dernière séquence, qui est le fait que l'univers soit fini ou infini au moment du Big Bang. Eh bien, peut-être de façon surprenante pour vous, on pense que l'univers était infini au moment du Big Bang. Alors je sais bien que d'habitude on considère que l'univers était observable, était dans ce qu'on appelle la tête d'une épingle. Il est difficile d'imaginer un univers infini, et pourtant, si l'univers est infini de nos jours, eh bien, il a dû toujours être infini, et donc il devait être infini au moment du Big Bang. Donc pour illustrer ce fait, je vais prendre l'exemple d'une corde infinie. Donc notre univers serait une corde infinie sur laquelle je vais faire des marques blanches tous les mètres, par exemple. Et imaginez maintenant que quand on remonte dans le temps, cette corde soit en contraction. Eh bien, deux marques blanches vont se rapprocher l'une de l'autre au fur et à mesure qu'on remonte dans le temps. Pourtant, la corde reste infinie. Et si on imagine qu'il y a un Big Bang de cette corde, deux marques quelconques vont se retrouver à un endroit très proche, comme ici sur le dessin, et pourtant, la corde reste infinie. Donc vous voyez bien que dans cet exemple, l'univers est infini, même au moment du Big Bang, et pourtant, deux points quelconques, quand on remonte dans le temps, sont extrêmement proches l'un de l'autre. Et donc, quand nous remontons vers des époques plus primordiales de l'évolution de l'univers, les énergies impliquées sont de plus en plus grandes, et un petit peu comme dans les collisionneurs de particules, comme celui de Genève, les structures vont se casser, les atomes vont se casser en électrons et en noyaux, les noyaux vont se casser en protons et en neutrons, les protons vont se casser en quarks, et donc à très très haute énergie, c'est-à-dire dans les époques très reculées, c'est une soupe de particules élémentaires qui vont constituer l'univers le plus primordial. Et donc l'univers le plus primordial est un laboratoire pour les forces fondamentales, pour les constituants élémentaires de la matière, un laboratoire unique, un laboratoire avec certaines propriétés. N'oubliez pas que cette soupe de particules élémentaires est très dense, contrairement à ce qui se passe dans les accélérateurs, mais en tout cas les énergies mises en jeu sont extrêmement importantes, de plus en plus élevées quand on remonte vers le Big Bang, et donc on va pouvoir tester nos théories de physique des particules, de physique des hautes énergies. Donc vous venez de voir le tableau des constituants élémentaires de la matière et des forces fondamentales. Trois forces fondamentales, la force électromagnétique, que nous avons déjà abordée, la force nucléaire forte, qui maintient les particules au sein des noyaux, la force nucléaire faible. Donc cette théorie des interactions fondamentales a vu son couronnement avec la découverte du Higgs l'an dernier au CERN. Maintenant, il faut rajouter la gravitation, cette gravitation qui nous intéresse ici, dans ce schéma-là. Et pour ce faire, il va falloir marier la théorie quantique, la théorie microscopique, avec la théorie macroscopique, la théorie de l'univers, la relativité générale.
Pour ce faire, on définit une échelle qui serait l'échelle d'énergie où il y aurait cette unification ultime des interactions, une échelle d'énergie qu'on appelle l'échelle de Planck. Alors comment est-ce qu'on construit l'échelle de Planck? Eh bien, on la construit dimensionnellement. C'est une recette que nous a fournie Galilée il y a fort longtemps, de construire à partir des différentes constantes qui sont à notre disposition des échelles de longueur d'énergie. Alors quelles sont les constantes à notre disposition? Ça va nous permettre de revoir un petit peu ce que nous avons introduit. Eh bien, il y a la constante de Newton qui nous décrit la force gravitationnelle, la vitesse de la lumière qui nous décrit la relativité, qui est importante en particulier en relativité restreinte, et une dernière constante qui caractérise le monde quantique, qui est ce qu'on appelle la constante de Planck. Et donc à partir de ces trois constantes-là, qui sont des constantes universelles, on va former une énergie, et cette énergie est l'énergie de Planck, qui vaut 10 puissance 19 GeV, et on s'attend à ce que l'univers, quand il atteint des énergies de 10 puissance 19 GeV, des énergies de Planck, soit un univers qui est à la fois quantique et gravitationnel. Donc cette semaine, nous avons fait la connaissance de la théorie du Big Bang ou du modèle du Big Bang. Ce modèle d'évolution de l'univers, d'un univers très chaud et très dense qui, au fur et à mesure de son évolution, se refroidit et devient de moins en moins dense, se dilue de plus en plus. Donc l'univers très primordial était donc très chaud et très dense, et donc un laboratoire de physique des particules où bouillonne une soupe de particules élémentaires. Et si on remonte encore en deçà, c'est-à-dire à des périodes encore plus primordiales, eh bien on atteint la période où la gravité avait des propriétés quantiques, et encore au-delà, on arrive à ce qu'on appelle le Big Bang, l'explosion initiale, avec la grande question qui se pose, est-ce que c'est la frontière de nos connaissances, ou au contraire, est-ce que c'est simplement la limitation de la théorie actuelle et qu'on va dépasser cette limite avec la prochaine théorie?